Bonjour David. Sébastien, bonjour. Bonjour. Lisa, bonjour. Très heureuse de vous retrouver, messieurs. Ouais, mais moi aussi. C'est joli, t'as vu. Très content de vous retrouver tous les trois. Donc, C'est vrai. nous sommes partis pour. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, chut. Oh, enfin. On veut rien savoir. On veut rien savoir. Nouvelle semaine donc qui commence. On va parler des fruits et légumes de saison. Plein de bonnes choses cette semaine. Alors on va commencer par. C'est encore une fois toi Sébastien qui a choisi le thème du jour. On t'écoute. J'ai co-choisi avec David qui nous l'a imposé en fait. D'accord. C'est une formule de choix. Donc on va parler des céleris aujourd'hui. Ouais. Et on va parler du céleri branche. Celui dont on mange la partie feuillue. Où est l'héros en course. Ah oui, d'ailleurs, on aurait pu le faire à chaque fois, ça. Où est l'héros Dorénavant. On donnera le nom en Corse. C'est... Des fois, je me fais engueuler. Quand je donne le nom en Corse, c'est que je me fais attraper au resto dans la rue. Les gens disent oh, c'est pas comme ça qu'on dit. Bon. C'est risqué, tu prends des risques. C'est comme ça que tu dis. Voilà. Après, je me fais engueuler. Bon, en tout cas, le céleri, là, dans les soupes, Ah, c'est top. on le retrouve un peu partout. Alors, le céleri branche, c'est pas super facile à cultiver quand on veut le faire dans un jardin. C'est un petit peu... C'est pas très long. Il faut 10 semaines du semis à la récolte. Ça se sème au printemps et il faut qu'il fasse quand même assez chaud pour pouvoir le semer. Donc selon l'endroit où on est, on va le semer plutôt à partir de mars-avril. Et alors il y a plusieurs variétés. Il y a des variétés qu'il faut enterrer pour qu'ils blanchissent. Il y a des variétés qui vont blanchir spontanément. Ça c'est selon la variété que vous prenez. Et ça c'est pas très... Il n'y a pas trop de problèmes sur le céleri parce qu'à part les limaces, il n'y a pas grand chose qui va l'attaquer, pas de maladie. Par contre, c'est compliqué. Ça se récolte quand tu as dit ça se récolte... alors il faut 10 semaines. Donc, 10 semaines, septembre. Voilà, au mois de septembre, ouais. Et quand il le fait en hiver, on en trouve moins du céleri. En fait, tu récoltes au fur et à mesure. Ah d'accord, tu récoltes au fur et à mesure. Par contre, en dessous de 10 degrés, ça monte à graines. Ah. Donc à partir, je pense, du mois de novembre, où vraiment il y a des journées fraîches, là, il va faire se lever à graines, on ne peut plus le récolter. Donc sous abri plus longtemps, bien entendu. Est-ce que le céleri branche, parce que demain on va parler du céleri rave. C'est la même chose. Ah, c'est voilà. la même plante. Voilà, c'est la même plante. C'est la même famille et c'est quasiment la même plante. Ah, tu vois. Mais une, on va manger les branches, feuilles, l'autre, on va manger. D'ailleurs, le céleri rave, les branches sont. La feuille ressemble beaucoup, c'est identique. Mais c'est la même souche en fait. Oui, c'est la même plante. Ça a le même nom en latin. Et je ne dis plus les noms latins parce que je suis comme toi pour les noms corse. Je suis en train de me dire c'est pas comme ça que ça se dit. Oui, parce que moi j'ai des profs de latin qui m'appellent aussi. Votre jardinier de Taverne là. Non, mais j'ai jamais fait de latin, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, on fait l'impasse. Ça se trouve, les infos se trouvent sur. Le célérum brancus. Voilà, je l'ai même plus noté. Je note plus. Je fais l'impasse. Donc, ça pousse vite quand même, je trouve. Par rapport à d'autres légumes, oui, mais c'est quand même, ça peut être par rapport à une salade, par exemple, c'est long. C'est très fibreux. Hein. Alors ça va dépendre. La difficulté, elle vient du sol. Il faut un sol quand même assez riche, mais pas trop. Donc un sol plutôt riche, pas trop acide. C'est un peu compliqué au niveau du sol et les variétés qu'il faut faire blanchir, c'est un peu compliqué parce qu'il faut le planter dans une tranchée et après recouvrir avec la terre qu'on a enlevée. Ah ouais. Sinon, il y a d'autres variétés qui blanchissent spontanément, mais apparemment, elles sont moins bonnes. Mais le céleri, moi, j'adore dans les soupes. C'est vrai, tu disais tout à l'heure. Et dans tout ce qui est sauce aussi. Parce que quand on fait un jus brun, quand on fait, par exemple, un petit fond de poulet ou un carré d'agneau, ça relève de suite la sauce. Bon, il ne faut pas en abuser parce que justement, ça prend le pas hein, sur la sauce. Mais après, dans une soupe, moi, je me souviens que ma mère, elle utilise le céleri, ma grand-mère aussi, parce que c'est plus nos anciens qui utilisaient le céleri. Hein. On disait que le donnait au cochon, mais en fait, on cuisinait avec. Hein. C'est un légume de saison qu'on apprécie dans les soupes et qui est aussi bon en ce moment pour nous fortifier. Il est bourré de calcium, de fer, de potassium, de sodium, vitamine A, B, C. On le disait, plein de fibres, donc bon pour un transit, pour être bien à l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur, hein, n'est-ce pas c'est vraiment léger, 16 calories les 100 grammes. Donc c'est un super légume, un super allié de l'hiver. Faire des gratins. Gratin de céleri. Oui. Tu en fais toi c'est un bon accompagnement pour un poisson poché ou un poisson grillé. On peut faire un mélange aussi de courgettes et céleri, ça marche très très bien.
On peut faire aussi une mousse de céleri, hein, quand on fait par exemple un petit flan, qu'on peut agrémenter avec des petites graines d'anis. Ah ouais. Ça se marie bien, le céleri et l'anis. Enfin, il y a plein de sauces que l'on peut faire. Moi, j'utilise, comme je vous ai dit, surtout pour faire mes bases aromatiques de sauce, d'une sauce tomate, d'une sauce brune, d'une sauce blanche. Selon le caractère que je donnais à la sauce, j'utilise le céleri. Alors, messieurs, on écoute, s'il vous plaît. De nombreuses études ont démontré que les tiges de céleri augmentaient la production de testostérone. Ah oui, c'est pour la chute des cheveux, ça. Voilà, et donc testostérone, aussi... les cheveux ne tombent plus. J'ai fait une étude sur ça. On en avait parlé. Hein. Tu pouvais aussi te mettre plein de choses, hein, de l'avocat, etc. Ouais. Je te rappelle. Donc c'est bien, donc ça aurait des vertus aphrodisiaques, hein, évidemment, la testostérone. Le céleri, c'est top, alors. Oui. En tout cas, c'est vrai, comme tu disais, Lisa, au début de l'hiver, où souvent, surtout à cette période de l'année, on a un petit coup de mou quand même. Ouais. On a bien profité pendant l'été, etc. Et puis, ces petites vacances de la Toussaint, enfin, pour certains, pour d'autres non, mais c'est vrai qu'on a souvent un coup de mou au début novembre. Et puis ça se traduit par une peau sèche. Vous remarquez que votre visage tiraille un petit peu plus, c'est la perte des cheveux. Donc tous les légumes amis et alliés comme ça, c'est le bon moment de les dégainer. Et puis aussi peut-être aussi le côté moral, il commence à faire pas beau, mauvais. Ils nous changent l'heure encore. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait nuit à 5 heures. À 5 heures. Voilà. N'écoutez pas cette émission, vous allez déprimer. Ça donne du peps, donc les céleris, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Mais écoutez pas l'émission, mangez du céleri. Céleri et clémentine, parce que il y a les clémentines. Alors ça, là, c'est une bonne recette. On va en parler. Sinon, Sébastien, on cultive beaucoup le céleri en Corse ou de moins en moins peut-être. Moi, pour cette année, j'en ai pas planté. J'ai planté du céleri rave, mais j'ai pas planté de céleri branche. J'en plantais un petit peu tous les ans. Oui, non, quand même dans les jardins. Moi, le souvenir que j'ai des jardins des anciens, il y avait toujours une place pour le céleri. Pas de grosse quantité, mais toujours un peu de céleri. Mon père plante toujours du céleri dans son jardin tout le temps. Après, en grande culture, non. Chez les maraîchers conventionnels, c'est pas. Donc c'est vraiment pour notre consommation limitée à la Corse, quoi. On va pas commencer à exporter du céleri en Chine ou ailleurs. Je pense pas qu'il y ait de gros débouchés sur ça. Il y a le céleri sauvage. Le céleri sauvage, si je ne dis pas de bêtises, c'est le masseron que l'on trouve sur les capots d'Ifène ou le dessus du Casone. On trouve le masseron qui est une variété de céleri. D'accord. Là, c'est bien de le dire. Voilà. Toi, je ne savais pas. Bon, on se quitte alors. On se donne rendez-vous demain. On se quitte déjà. On continuera de découvrir le céleri, mais sous une autre forme, si j'ai bien compris. Le rave. Voilà. C'est le rêve. Ce sera demain, Lisa. Donc, à demain. À demain. Allez, au revoir. Bonjour les amis, bonjour David, Lisa, bonjour Sébastien, salut. Le jardinier de Taverne, on rappelle, l'ortie Taverach, on peut toujours commander des paniers. Non, les paniers, c'est terminé. C'est terminé. Alors, il est en vacances, il part à New York. Non, je suis pas en vacances, je continue à livrer David, qui le sait très bien. Mais je livre quelques magasins spécialisés qui font du bio, quelques petits magasins, et en fait, j'ai un petit trou en fait dans mes légumes, il n'y a pas assez de légumes pour faire les paniers. Ce qui fait moi je ramasse les restes quand les magasins n'en veulent plus, mais c'est pourtant. D'accord. Bon, mais tu nous fais savoir quand il y aura de nouveaux paniers, tu nous fais savoir et on le fera savoir, donc on transmettra l'information aux auditeurs. Alors hier on a commencé à parler du céleri. Et on va continuer. On va continuer puisqu'il y a plusieurs formes de le consommer. Alors il y a le céleri rave, c'est la même famille, c'est une autre variété. Donc là, on va avoir un gros bulbe en fait, et il est plus facile à cultiver. Par contre, il est plus long. Là, c'est 26 semaines. Bon. Donc on le sème. C'est plus du double. Hein. Oui. On le sème en février-mars et on commence à le récolter à l'automne. Oui, parce que c'est vraiment des légumes d'automne, ça. Voilà. C'est racinaire en fait, comme une grosse racine. C'est comme les navets, les rutabagas, tout ça, on en a déjà parlé. Voilà, les légumes racines qu'on va avoir l'automne, qui vont pouvoir en plus rester en terre, à l'abri dans la terre. On commence à le récolter à partir du mois de septembre. On peut le récolter un peu petit à partir du mois de septembre. Et par contre, on va pouvoir le laisser en sol jusqu'au printemps, à partir du moment où on le protège des gelées. Donc on peut mettre de la paille par-dessus pour le protéger, et c'est valable aussi pour le céleri branche qui craint les gelées, donc en fait on le récoltera avant les premières gelées.
Mais une fois que tu l'as récolté, tu ne peux plus le conserver. Alors, ça se conserve pas longtemps. Je pense que si on le conserve dans de la paille ou à l'abri de l'humidité, il y a des moyens toujours de conserver ça. Je sais plus si c'est dans le sable, le céleri rave, ou comme les pommes de terre. Mais il y a des... Non, tu les mets dans la cendre, les pommes de terre. Voilà, il y en a qui les conservent dans la cendre. Le tout, alors la pomme de terre, elle germe pas en dessous de 4 degrés. Ouais. Enfin, petite parenthèse, pomme de terre. Et à l'abri de la lumière, bien entendu, pour pas qu'elle verdisse. Ouais, tu vois. On apprend des choses, hein. Et au même prix en plus. Donc le céleri rave, ça a besoin d'un sol quand même un petit peu riche. Après, faut pas. Quand je dis des sols riches, ça veut pas dire qu'il faut prendre 50 kg de fumier pour 1 mètre carré. Ça, c'est pas bon. C'est bon pour aucun légume. Donc, si vous avez bien fertilisé sur les années précédentes, en général, ça suffit. Sinon, toutes les fertilisations que vous faites, on va parler plutôt d'amendement. Vous allez les mettre maintenant pour le printemps. C'est-à-dire que maintenant, tu prépares ton jardin. Exactement. C'est-à-dire que tu vas le nourrir maintenant pour qu'il puisse produire... Parce qu'il faut que le temps que tout ça se décompose, que la matière organique devienne de la matière minérale. Ouais. Ça, c'est le travail du sol. On en avait parlé, hein, c'est toute la vie du sol qui va faire ça. Et ça prend du temps. Donc, il faut le temps que ça se fasse. Parce que maintenant, ton jardin qui a produit des légumes pendant toute la saison, il faut qu'il soit un peu en repos. Finalement. Alors, soit j'ai des surfaces qui sont très très riches, c'est des surfaces que je vais mettre en engrais vert, c'est-à-dire je vais semer quelque chose que je vais faucher pour le laisser après, pour renourrir le sol et pour éviter que la pluie lessive les fertilisations. Soit je vais cultiver des choses comme des salades ou des radis, soit je vais pailler, je vais jamais laisser à nu. Je vais toujours mettre le sol, il va toujours être couvert. Donc je laisse à nu le moins longtemps possible. Ah bah tu vois. On se rend compte en tout cas que c'est du boulot quand même. Hein. C'est toute une organisation. On a l'impression que c'est vrai. Enfin, on vient, on met la graine, on plante et ça pousse et c'est fait. Mais en fin de compte, il y a quand même tout un travail. Il y a des types de technicité différentes selon le parcours qu'on choisit. Si on choisit d'être en conventionnel ou en bio ou alors plus de système proche de la permaculture comme moi, on aborde les choses de manière différente. Ça demande de grandes planifications en tout cas dans tous les cas. En tout cas, ouais, c'est ce qu'on constate hein, et on le voit dans cette émission. Et surtout quand il faut planifier pour un céleri rave 26 semaines, c'est ça. Ouais, non. Alors j'imagine que c'est comme un bébé. Si on manque le semis, c'est mort. Ah ouais, c'est mort. On rattrape pas. Tu peux pas rattraper. J'imagine que les vertus Lisa sont les mêmes. On en a déjà parlé bien sûr, hier, on en a parlé hier, mais on peut le redire. Hein, quantité importante de vitamines A, B, C et K, que ce soit bouilli, égouttées, crues, et qui conservent les vitamines présentes dans les légumes. Et on l'a dit aussi hier, mais c'est bien de le rappeler, en cette période où on est un peu plus faible, la vitamine C et A sera notre allié pour favoriser le système immunitaire, et puis ça aurait des vertus aussi pour renforcer le cerveau. Donc si on fait pour les pour les étudiants ou David apparemment. Ouais. Hein. Ça renforce le cerveau, c'est magique. C'est extraordinaire. Je me demande si le céleri rave, du fait que ce soit une racine, enfin un gros tubercule, il n'y aurait pas plus de glucides que dans la branche qui est consommable à volonté, le branche. Tu vois ce que je veux dire. Si on aime ça, c'est vraiment... Bon, c'est un goût particulier quand même. C'est assez fort comme... moi, je connaissais des anciens qui le croquaient comme ça. Ouais, bon, Ah ouais, quand même. Ça, c'est les gens qui mangent de l'ail comme ça aussi, en croquant. Ouais, c'est hard. Hein. Qui n'ont peur de rien. Et dans ta cuisine, David, tu... Il y a le classique, le céleri remoulade. Ouais. Donc, l'on mélange avec de la mayonnaise. Bon, pour le coup, on n'est pas trop dans le diététique. Ouais, c'est sûr que là, oui, tout ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Voilà, donc... Bon, c'est bon pour le plaisir. Si on se fait plaisir, on est heureux. Ensuite, on peut en faire des frites. Hein, on le coupe c'est vrai, de la même façon, on peut en faire des frites. Bon, là, ce qui est très connu, c'est la purée de céleri. Moi, j'aime bien mélanger, accommoder la purée de céleri avec une poêlée de gambas. C'est très ouais, on te suit là-dessus, sur cette idée. Voilà, petite poêlée de gambas, des noix et des fines herbes. Voilà, c'est pas compliqué à faire. On fait une purée classique de céleri, on fait revenir des gambas qu'on peut flamber avec un petit whisky corse. On balance ça avec quelques fines herbes et quelques noix et c'est un bon petit plat d'automne-hiver facile à réaliser. Et ça sent les fêtes qui arrivent. Hein. Eh oui. Et on peut faire aussi, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'on peut le répéter, on peut faire un flan. Alors un flan, on peut le faire soit avec des fines herbes, soit avec des moules, soit avec des fruits de mer. On peut mettre ce qu'on veut dans le flan. Alors on peut aussi l'agrémenter d'épices. Alors ou du curry ou du cumin. Moi j'aime bien la fève de tonka parce que la fève de tonka ça se marie très bien avec le céleri. D'accord. Voilà. Toi, tu l'utilises beaucoup au bistroté ou à la en fait, c'est par période et selon... Bon, lui, il ne nous en amène pas parce qu'il est un peu radin.
Mais c'est selon la période. Ouais, des fois, tu cuisines un légume qui va me livrer ou que je vais recevoir de mon primeur, et puis des fois, tu n'y penses pas. Souvent, c'est question d'occasion, en fait. Voilà. En ce moment, on a eu des belles courges, on a travaillé les belles courges, donc on fait une purée de courges. Si on a du céleri, on fait une purée de céleri. Si on a de belles carottes qui m'en donnent, on peut faire un bon flan de carottes, c'est facile et c'est bon. Voilà. En fait, il faut que la cuisine, elle soit un peu de l'instant, sans qu'elle soit programmée. On fait avec ce qu'on a. Quand ils nous emmènent un panier, on fait avec ce qu'on a. Ce que j'allais dire, tu crées selon ce que tu as dans les mains. Ça, c'est un vrai plaisir pour moi de me dire que voilà, je vais récolter les produits qu'il y a dans la saison et je travaille avec quelqu'un qui comprend ça et qui va travailler avec les produits qu'il y a de la saison et du coup qui va bien les travailler parce qu'il sait travailler tous les produits. Mais des fois c'est un peu compliqué parce que tu vois, là mon frère il me presse pour qu'on change les cartes. Mais on ne change pas une carte de restaurant ou d'un bistrot comme ça. Il faut qu'il y ait les matières. Et les matières, c'est eux qui nous la fournissent. Et quand des fois on est dans une période transitoire comme ça, en ce moment, en plus, il fait chaud. On a eu quelques journées où il fait très chaud. Donc moi, j'ai encore des tomates. Je livre encore des tomates. Il livre encore des tomates. Donc et puis, quand il fait chaud, tu n'as pas envie de te manger un bouillon de céleri. Hein. C'est vrai. Donc voilà, il faut s'adapter au moment, à l'instant, ce qui arrive, ce qu'on peut avoir du maraîcher ou de mon primeur. Et puis, on essaie de composer une cuisine comme ça qui va avec le moment. Bien, bien. Allez, on va poursuivre cette discussion, non pas sur le céleri, mais sur le chou de Bruxelles. Ça, ce sera pour demain. Demain, oui. Ah ouais. C'est ce que préfère Lisa. Ouais. Oh oui. Donc Lisa, à demain. À demain. À demain. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Oui, je ne sais plus si c'était bonjour, bonsoir. Bonjour Lisa. Bonjour. Et bonjour. Sébastien. Salut. Alors, on a parlé du céleri en ce début de semaine. On va parler aujourd'hui du chou de Bruxelles. Oui, c'est le légume du jour. Sébastien avait envie d'en parler. J'ai dit non, mais écoute, c'est peut-être pas la bonne période. Non, je vais en parler. Bon, je te laisse. Non, parce que je sais que personne n'aime ça. Donc... Oui, c'est vrai. Hein, effectivement, personne n'aime ça. Allez, vas-y à toi, Sébastien. Le chou de Bruxelles. Eh bien, écoute. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est justement, moi que j'aime bien les choses que les mal aimés. Voilà, je défends les causes perdues. Donc c'est une grande famille des brassicacées, c'est un chou, mais encore une fois vous allez me dire c'est super long. On le sème au printemps, dès qu'il fait un petit peu chaud au mois de mars, et on le récolte à l'automne. Donc c'est un peu long. C'est pas excessivement compliqué. Alors, il peut y avoir des problèmes de chenilles sur les jeunes plants, il peut y avoir les limaces qui le mangent, mais sinon il n'y a pas de gros périls. Ah oui, il y a les altises aussi, un insecte ravageur, mais fait pas partie des légumes très compliqués à cultiver. Par contre, au niveau du sol, il faut des sols dont on dit qu'ils sont riches en azote. Alors, en conventionnel, il mettrait un engrais azoté, ce serait facile. Moi, la technique que j'utilise des plantes fixatrices d'azote avant. C'est-à-dire que, comme ça, je vais pouvoir parler un petit peu des engrais verts, parce que je le cite souvent. En gros, à l'automne, on plante quelque chose qui va éviter que le sol soit lessivé par les pluies de l'hiver et qui va pousser avec les résidus de fertilisation des années précédentes. Et pour certaines plantes, elles vont même apporter quelque chose dans le sol. Et ce qu'on appelle des plantes fixatrices d'azote, il y en a qu'on mange pour lesquelles c'est le cas. La fève, le petit pois, c'est la même famille et c'est des plantes qui fixent l'azote de l'air dans leurs racines par symbiose avec une bactérie. Et cet azote, après, une fois qu'on fauche cette plante, la racine se dégrade et cet azote est libéré et disponible pour les autres plantes. Et la technique des engrais verts, ça consiste à semer une plante qui a cette capacité-là. Parfois, on mélange avec d'autres plantes qui vont travailler le sol avec leur système racinaire. Du coup, au printemps, 50 jours à peu près avant de planter, on fauche ça. Et on a un sol qui est fertilisé naturellement. Et on n'a pas laissé le sol à nu, donc on a laissé le sol vivant. On optimise la captation parce que le sol reçoit l'énergie en permanence avec le soleil, il photosynthétise en permanence, donc il transforme de la matière minérale en matière organique et après on travaille en cycle en permanence. Donc on peut faire ça pour les choux de Bruxelles, on peut apporter de l'azote en fertilisant avec un engrais vert. Je me souviens un petit peu parce que très souvent David t'appelait professeur Tournesol et là je t'ai vu avec ce chapeau vert, ces petites lunettes et je me suis dit vraiment il sort d'un livre d'expliquer tout ça. Non, mais tout ça bien nommé. Voilà, il faudrait que je vienne avec le... On a bien compris, donc il faut de l'azote effectivement.
lorsqu'on fait ta méthode, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus... En fait, c'est que mettre un engrais avec de l'azote dedans. C'est un coup à prendre. Ouais. Après, une fois qu'on est passé à ces méthodes-là, on n'a pas envie de revenir en arrière. Parce qu'après, il y a encore 6 mois où il faut qu'il pousse le chou de Bruxelles quand même. Donc et après, il y a encore 6 mois, il faut préparer le terrain. Mais au bout du compte, c'est pas forcément plus de travail, c'est un travail différent. Ouais. Et pas forcément plus fatigant. Ouais. Moi, je suis parti un jour chanter en centre de la France et avec Jean-Pierre, mon frère, on s'est aperçu que dans des grands champs où c'était assez productif, je ne sais pas ce qu'ils plantaient, hein, je ne pourrais pas te dire, mais il y avait des champs remplis de fleurs. Toutes les couleurs. Alors j'ai cru que c'était pour récolter les fleurs. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit non, on plante les fleurs pour apporter de la matière au sol. Est-ce que c'est le même principe? C'est exactement le même principe. Alors il y a des fleurs jaunes, des fleurs vertes. Soit c'est des rotations qu'ils font sur des cultures céréalières, ils plantent quelque chose pour fertiliser avec. Ouais. Soit c'est en intercalaire, c'est-à-dire entre deux cultures. Soit c'est d'une année sur l'autre, soit c'est une espèce de jachère. Voilà, c'est une jachère vivante. Ah, je me tourne vers Lisa quand même, le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles. Le moment de la semaine. Je sais pas, peut-être que tu connais ce livre illustré qui s'appelle Il pleut des hamburgers. Tu connais pas? Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais... la nutrition m'intéresse depuis toujours et c'était mon livre de chevet quand j'étais gamine, tu vois. Alors, il y avait un moment où c'était la joie, l'abondance, il pleuvait derrière un hamburger, et quand c'était la tristesse et la déprime, il pleuvait des choux de Bruxelles. Alors, David, est-ce que toi, tu le cuisines? Très peu. Voilà. Très peu, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas l'habitude, en fait. Je sais pas si c'est une question de culture, mais... Après, est-ce que c'est populaire? Est-ce que si tu mets à ta carte, on va te le demander aussi? On peut se poser la question, non? En fait, notre métier est d'initier les gens au goût qui ont été perdus ou au goût qu'on veut leur faire découvrir. Si on avait l'occasion d'en avoir régulièrement, J'en ai planté, voilà. S'il pousse bien... On verra. Voilà. Mais c'est pareil, c'est pour tous les légumes pareil. Quand on n'a plus l'habitude, on se rappelle plus du goût. Et puis, si on goûte peut-être les choux de Sébastien, ils seront sûrement différents des choux que l'on pourrait trouver dans le commerce. Oui, alors je le dis souvent pour beaucoup pour les plantes vertes comme ça. On m'a fait la réflexion pour mes blettes et c'est souvent le cas pour justement les plantes qui vont beaucoup manger d'azote. La méthode de culture impacte énormément sur le goût des choux. Des fois, tu te retrouves avec des choses très astringentes ou amères ou vertes et que tu n'as pas quand cette espèce d'odeur forte soufrée sur certains choux. Qui n'a pas forcément être présente sur un chou cultivé. Non, il devient plus doux, il devient plus soyeux. Donc, après, tu peux l'utiliser dans plein de recettes. Un wok de poulet avec des choux émincés très finement. Tu peux faire même une déclinaison de choux avec des oignons, avec des fruits secs. Ça peut être sympa. Un peu à la taille, effectivement. Ouais, un peu à la taille, tu vois. C'est vrai, ça peut être sympa. On peut faire aussi un ragoût de choux de Bruxelles avec de la pancette. Genre sauce tomate un peu bien épaisse, tu vois. On fait cuire les choux dedans et on vient apporter un peu de pancette pour relever un peu le goût. Donc voilà, il suffit de l'avoir la matière pour pouvoir la travailler. Après, c'est sûr qu'il faut que ça soit de la matière de qualité. Mais quand tu tombes sur des choux, déjà il ne faut pas que ça soit trop flétri, il faut que ça soit bien frais, c'est des produits de fraîcheur parce que c'est des produits qui traînent, ça devient... J'ai entendu dire qu'il avait meilleur goût, ça je l'ai lu dans une de mes encyclopédies, après les gelées. Après une gelée, le goût du chou de Bruxelles change et il a meilleur goût. Donc voilà. C'est un légume ça veut dire que c'est un légume qu'on va garder longtemps sur l'hiver et qu'on va récolter au fur et à mesure c'est comme un petit arbre en fait. Ça fait des petites boules vertes. Et pour la santé, Lisa, c'est bourré de nutriments, effectivement, et de vitamines. Hein. Je vous avais livré ma petite recette de soupe aux choux avant le repas qui faisait du bien, qui gommait les capitons, la détox et votre mari aussi, dans la même occasion. Non, mais mis à part, blague à part, oui, le chou, c'est bête, ça serait bête de s'en priver. De toute façon, c'est du chou. On a déjà parlé de toutes les vertus du chou, pour les régimes, etc. C'est la forme qui change, mais sinon, voilà, c'est la même souche. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur le chou de Bruxelles, je pense que le professeur Tournesol a tout dit. Hein. Et c'était une belle émission sur le chou de Bruxelles. C'était pas gagné, hein. Bravo, non, Sébastien. C'est vrai que c'était pas gagné. Ils ont vendu du rêve, là, Sébastien, avec l'azote. La jachère, les fleurs. C'est aussi ça, ça porte. Et c'est le glamour. Hein. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera du safran demain. Et puis, on se dit au revoir. À demain. À demain. Bonjour, mon cher David. Bonjour. Comment vas-tu? Comment allez-vous, cher ami? Très bien. Nouvelle semaine qui commence. Je prends un peu ma voix de noble, tu vois, pour te parler. Mais on sait qu'on est très écouté dans ces émissions, on a très bon retour, donc maintenant on se la joue un peu, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Bonjour Lisa. Bonjour à tous. Lisa Bettine et le jardinier de Thaler. Mes chers amis, bonjour. Je voudrais saluer Mireille Mamel sur le marché d'Ajaccio.
Et oui, on fait un gros bisou. D'ailleurs, je donne une recette aujourd'hui avec le cresson avec la tome de Mireille. Et on l'embrasse et elle like toutes nos publications sur Facebook. Tu as vu, c'est magnifique. Apparemment, elle apprécie nos émissions et c'est sympa. Donc on en profite pour aussi saluer tous les producteurs qu'on a eu Non, les autres, on s'en fout. C'est juste Mireille. Pas gentil ça. Alors, on va commencer cette semaine avec le cresson. Et ça, c'est toi qui as choisi encore une fois. De toute façon, tu remarqueras que Lisa, toi et moi, on n'a rien à dire. Je tire les ficelles dans l'ombre, on le sait. On s'adapte, on subit des textos à un peu en finir, et voilà. À 2h du matin. Mais quand il se réveille, à 2h, mais il dort pas. Il dort pas. Qu'est-ce que le cresson, donc? C'est vraiment une famille à part. Pareil, je vais arrêter de citer. On a dit que j'en arrêtais de citer les noms en latin, mais c'est une famille à part. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le cresson des fontaines, une plante sauvage, et celui qu'on cultive, c'est une plante qui est assez facile de cultiver parce qu'on peut la cultiver quasiment toute l'année. Du moment où on arrose assez, on la plante assez au frais, ça pousse assez vite, donc on va avoir des pousses prêts à récolter 1 ou 2 mois après. Ça ressemble un peu à du persil en fait, ça fait des tiges avec des feuilles qu'on va couper au fur et à mesure en des gros paquets. Voilà. Et il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà, quand on commence un jardin, c'est sympa d'essayer le cresson parce qu'on va avoir une salade qui a du goût, assez facile, c'est assez gratifiant parce que c'est assez facile à cultiver. On l'a assez vite. Donc ça pousse en masse. Ça fait moi je fais des longues bandes et je ramasse au fur et à mesure. D'ailleurs, ça vient du mot cresso qui est rampant, c'est ça? Ça fait un petit peu. On a dit qu'on parlait plus de latin, de racines latines. Ça le met mal à l'aise. Voilà, je suis latinophobe. Bon, on comprend que ça pousse partout. Ça pousse partout et ça pousse facilement. Juste l'été, il faut le laisser un petit peu à l'ombre parce que comme tous les jeunes pousses un peu tendres comme ça, il faut soit l'arroser énormément tout le temps. Quand on n'a pas envie de passer l'été avec un tuyau à l'arroser, on va le planter un peu plus légèrement ombragé. Est-ce que ça prend les petites, je sais pas comment, c'est peut-être du mildiou, non? Quand le persil devient jaune, là, tu sais, ça prend ces petites pointes jaunes. Ça, pas du tout. Enfin, ça craint pas grand-chose par rapport à d'autres plantes. C'est vraiment assez pas rustique, mais assez robuste comme plante. Il n'y a que les limaces éventuellement, et encore, c'est autre chose à manger. C'est pas ce qu'elles vont manger en premier. Ah oui. J'ai des limaces assez présentes sur le terrain et le cresson n'est pas trop attaqué. Donc voilà, quand vous débutez le jardin, c'est une bonne plante à essayer. Alors, on le trouve à l'état sauvage, le cresson? On le trouve à l'état sauvage. Celui que je cultive, moi, c'est le cresson alénois. Ouais. Et je n'ai jamais vu je crois que c'est le cresson des fontaines qui est sauvage et qui pousse. Après, il y a des plantes de la même famille qui ressemblent en sauvage, mais là, c'est plus. Je vais éviter de dire des bêtises parce que parfois, avec les plantes, on peut s'empoisonner, c'est comme pour les champignons. Donc là, il faut voir sur des bouquins de botanique quelle plante. Alors, si les limaces vont manger le cresson vraiment en dernier recours, elles n'ont rien d'autre à manger, si on a bien compris, parce que quand elles vont dans ton jardin, elles vont d'ailleurs picorer un petit peu ce qu'il y a ailleurs avant d'aller sur le cresson. Pourquoi nous, les hommes, David, et là je me tourne vers toi, dans le côté culinaire, pourquoi doit-on se diriger vers le cresson? Ça te donne ça t'ouvre un grand panel de recettes. Moi j'aime bien faire les peines avec une sauce au cresson de Sébastien. Donc très, très simplement, on fait cuire nos peines à part, on fait une sauce aux base de cresson ou avec un oignon, un petit poivron vert. Alors oui, il faut toujours, quand on fait une sauce verte, on utilise des légumes verts. Si on veut faire une sauce rouge, on utilise des légumes rouges. Je l'ai déjà dit, mais peut-être pas que tout le monde n'a pas écouté. Donc, si je vais faire une sauce verte, parce que le cresson c'est vert, c'est plein de chlorophylle en fait, on utilise des légumes verts, c'est-à-dire qu'on va apporter une garniture verte. Donc, un oignon blanc, qui n'est pas vert mais blanc parce qu'il ne faut pas prendre un rouge, un poivron vert, une courgette, tout ce qui peut apporter vers la couleur verte. Donc, on fait une sauce avec le cresson. Moi, ce que je fais quand je fais une sauce avec du cresson ou avec de l'oseille ou avec des légumes verts, même avec des blettes, c'est-à-dire que je fais ma sauce, je l'agrémente d'un bouillon de légumes, avec toutes les chutes de légumes qu'on a, on fait un bouillon, on va crémer un petit peu, on va lier, et à la fin, pour qu'on ait vraiment le goût du légume que l'on veut donner à notre sauce, je mixe. Alors, il y en a qui disent, il ne faut pas mixer, moi je mixe. On mixe, et à ce moment-là, on récupère toute la fraîcheur, et tous les pigments du cresson. C'est-à-dire que tout le vert va exploser quand on va mixer. Tu l'ajoutes à la fin alors? À la fin. C'est-à-dire que c'est tellement chaud et c'est tellement fin que ça va cuire presque à l'instant. Donc on va mixer notre souche de cresson qui va porter le caractère à notre sauce. Et ensuite on va faire réchauffer nos peines dans cette sauce de cresson, donc avec une poêle. Une fois qu'elles sont cuites, on les cuit al dente.
On fait revenir nos pâtes pour qu'elles prennent le goût de la sauce au cresson. Et je disais en introduction, on peut venir faire râper dessus une vieille tome de Mameli. C'est magnifique. Ou un fromage sec de Raphaël Vesperini. C'est tout simplement simple, mais c'est tout simplement sublime. Bon, mais ça a l'air bien bon tout ça. Elisa, tu en penses quoi, toi, du cresson? Très bien, très très bien. Moi, je fais régulièrement des soupes de cresson. Oui, la soupe, c'est très bon. Ouais. Et donc, c'est antioxydant. C'est ça qu'on doit. Si on doit retenir, bon, je vous passe les mots savants, etc. Mais bon, flavonoïdes, présents à l'intérieur, voilà. Ça va protéger les cellules du corps, donc ça aurait des vertus pour prévenir les maladies cardiovasculaires, certains cancers et autres maladies liées au vieillissement. Voilà, ça serait bon aussi pour l'œil. Pour la bonne santé de l'œil. Ah, d'accord. En tout cas, j'aime bien parce que c'est vraiment aromatique, quoi. Exactement, ouais. Et c'est un arôme qui vient. On le mâche d'abord, c'est un goût de salade. On sent pas le fort, puis après c'est presque piquant. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Alors moi j'aime bien marier le cresson et l'huître de Diane. C'est-à-dire on fait un velouté de cresson, tu vois. On vient ouvrir ses huîtres, hein, on les laisse crues. Et quand le bouillon est en bonne ébullition, on vient pocher. Dans notre soupe de cresson, on vient pocher les huîtres. Et après, on mange ça avec juste une petite crème épaisse. C'est très simple et c'est très très bon. Bon, il faut aimer les huîtres. Et en Inde, il y a même une croyance qui dit que manger un petit peu de cresson, ça lutte contre le hoquet. Quand on a le hoquet, ça fait passer le hoquet. Je n'ai pas vérifié, mais bon, si un jour vous avez le hoquet et du cresson à côté, je jetterai dans mon jardin. Ouais, tu nous diras si ça marche. Alors moi, je connaissais faire peur à quelqu'un pour le faire sursauter, boire de l'eau, le nez bouché, mais ça, c'est parce qu'on est surpris par le piquant du cresson. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tellement surprenant que ça passe de suite. Bon, mais c'est une petite astuce si vous avez le hoquet. Voilà ce qu'on peut dire sur le mâcher du cresson. Les amis, on se donne rendez-vous demain. On parlera des endives demain. À demain. Il y a des choses à dire sur les endives. Moi, j'aime bien les endives.